OK, on poursuit avec la deuxième partie qui est la réponse, les différentes réponses à vos questions. Il y a deux ou trois questions qui sont hors contexte, mais comme Daniel a l'habitude d'y répondre quand même, on va y poser en premier, puis après ça, on va revenir sur le couple. La première, c'est quels sont les trois points les plus difficiles vécus au Pérou? C'est la seule là, sur l'extérieur. C'est extrêmement très très extérieur au contexte, et même au Pérou. Bon, moi personnellement, les 3 points, un des points les plus difficiles, ça a été d'avoir ramené 5 autres personnes. Non, il n'y a pas eu grand-chose de catastrophique. Il y a une journée où on est dans la jungle, on a attrapé une tarentule, on l'a mis dans un pot. Une autre journée, elle semblait être morte dans le pot. On a pensé la sortir pour en prendre une photo, mais on a décidé de la sortir après dîner. Puis quand on était revenu pour la sortir, ben, elle n'était pas morte, elle était simplement en état de léthargie. Elle a changé de peau, puis il y avait deux tarentules dans le pot. Ben, la peau puis la tarentule. Alors, une chance qu'on ne l'a pas sortie. Elle avait dîné avant vous autres. Oui. Non, rien de catastrophique. Disons que, hors contexte ésotérique, dans ce qu'on a fait, ben, à un moment donné, on a eu un chauffeur de collectivo. C'est une espèce de taxi collectif. Et puis on était dans les Andes. Très très haut, il manque d'oxygène dans les Andes. Et puis on était 4 à bord. Et moi, j'avais amené différents médicaments, surtout pour les autres. Et puis, j'avais donc, entre autres, de l'isordil, qui est un médicament qu'on sert pour les angines de poitrine. Et puis, il n'y a personne dans le groupe qui souffre d'angines de poitrine, mais un petit feeling que ça pouvait être utile. Et puis, je les avais laissés à un de mes amis qui, lui, n'était pas avec nous dans l'auto. Puis, notre chauffeur a eu une attaque cardiaque. Alors, il a fallu que moi, je conduise le taxi pour revenir en bas jusqu'à un village beaucoup plus bas d'altitude où il y avait de l'oxygène et tout ça. Puis, mes médicaments, ben là, je leur ai eu besoin, mais je ne les avais pas. Fait qu'on on s'en est pas servi du voyage, fait que je les ai amenés pour rien. Alors, disons que c'est simplement amusant. On a passé une nuit dans une région relativement noire en énergie. Il faisait 0 degré, il pleuvait à verse, puis il y avait tout le monde, une cinquantaine de personnes qui nous regardaient, puis qui nous riaient de nous autres. C'était assez intéressant. Et puis dans la jungle, rien de catastrophique. La première nuit, on s'est demandé si on allait se promener dans la jungle, et puis il y a des jaguars qui ont hurlé pour nous répondre. Et puis, le lendemain matin, ben là, on avait la tarentule qu'on attrapait. Alors, c'était assez amusant. Et puis, on a fait le travail qu'on devait faire. On a eu un orage assez exceptionnel. Les indigènes de la région n'avaient jamais vu un orage comme ça. D'ailleurs, nous autres non plus. Alors, il pleuvait. Il y a plusieurs arbres qui sont tombés. Tout se promenait. C'était la nuit. Il y avait des éclairs à toutes les 2-3 secondes, sans arrêt. Alors, c'était assez intéressant. On se promenait sans lumière. Il faisait clair. C'était assez bien. Disons qu'on n'a rien eu de ben difficile, c'était la facilité même. Sauf que normalement, il aurait pu y arriver plusieurs choses, mais il ne nous est rien arrivé parce que c'était pas possible. OK, mon Daniel. On passe avec la deuxième qui est hors contexte. Pourquoi Judas a-t-il vendu Jésus aux Romains? Pourquoi l'a-t-il trahi? Je m'excuse de cette question hors sujet, mais c'est important pour moi. Votre conférence était formidable, merci. Bon, effectivement, c'est intéressant. Alors pourquoi Judas a vendu Jésus? A trahi Jésus. Alors voilà, Judas a trahi Jésus parce qu'il aimait Jésus. Alors il aimait le Nazaréen d'une façon mentale. D'ailleurs, comme les apôtres avaient l'apanage de l'énergie supramentale que dans l'Antiquité on appelait l'énergie du Saint-Esprit. Mais chez Judas, il restait encore quelques parcelles. D'ailleurs, Judas était l'un des plus évolués des apôtres de Jésus. D'ailleurs, Pierre a trahi Jésus lui aussi, d'ailleurs, plus qu'une fois. L'un des apôtres méconnus de Jésus était Lazare, et lui n'a pas trahi Jésus. Judas était l'un des plus avancés. Par contre, il lui restait suffisamment de parcelles d'ego pour pouvoir, à un moment donné, colorer complètement sa possibilité de discerner l'énergie supramentale de l'énergie astrale collective. Lorsque le Nazaréen devait passer par la croix, parce que le Nazaréen voulait, d'ailleurs c'était essentiel qu'il laisse une trace suffisamment indélébile dans la mémoire planétaire de son passage, alors la crucifixion était ce qu'il y avait de mieux. Lorsque le Nazaréen a décidé, conjointement avec ce que lui appelait son père, ce que moi je peux appeler mon esprit, de passer par cette expérience planétaire, expérience surtout pour l'extérieur et non pas pour lui. Alors il a demandé à celui qui était le plus fort parmi ses apôtres, à Judas, de bien vouloir le vendre aux Romains. Alors Judas l'a effectivement trahi, c'est-à-dire que le Nazaréen faisait partie de la secte des Nazaréens,
secte affiliée à la secte des Esséniens. Et le grand prêtre de la justice chez les Esséniens, qui portait le nom à l'époque de Melchisédek, et qui n'a rien à voir avec l'ordre des Melchisédek au niveau ésotérique. Ce chef de la justice et de la paix de l'ordre essénien, Melchisédek, de toute façon détestait les femmes, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas d'âme, selon la conception juive, romaine ou essénienne. Et seule la secte nazaréenne acceptait les femmes pour pouvoir avoir des enfants. Et le Nazaréen est né d'une secte nazaréenne, évidemment, parce que Nazareth est une ville qui a été baptisée ainsi 300 ou 400 ans après la disparition du Nazaréen. Alors, c'est pourquoi aussi en ésotérisme, on appelle Jésus le Nazaréen et non pas Jésus de Nazareth, parce qu'il n'est pas né à Nazareth. Lorsque le Nazaréen s'est dirigé vers les Romains venaient de Rome parce qu'on ne voulait pas que les Romains de la place viennent prendre Jésus pour... D'ailleurs, on s'en était lavé les mains à un moment donné, et on a continué à s'en laver par après. On ne voulait pas que les Romains de la place puissent donner l'impression au peuple qui aimait le Nazaréen que c'était une coup montée par les Juifs, les pharisiens. Alors on a fait venir des Romains de Rome qui sont venus chercher le Nazaréen pour l'amener devant Pilate. Et les Romains de Rome ne connaissaient pas le Nazaréen, donc il fallait absolument que quelqu'un désigne le Nazaréen. Alors lorsque Melchisédek, qui avait comme fonction autre celui de juger les Esséniens, celui de dynamiser la première guérilla de l'époque, c'est-à-dire les Zélotes. Et le Nazaréen avait été éduqué chez les Esséniens pour devenir le roi des Juifs, c'est-à-dire le chef des Zélotes, commenter une révolte contre le Rome et mettre les Romains dehors pour que la religion juive, pour que les Zélotes et pour que la secte essénienne, le plan essénien, puisse arriver à terme. Alors Melchisédek est allé voir le Nazaréen pour lui dire... de ne pas se rendre aux Romains, de ne pas se crucifier, c'était pas génial, qu'il serait bien mieux s'il serait le roi des Juifs. Il y avait tout le peuple juif qui était prêt à le supporter. Alors, le Nazaréen ne voulait rien savoir. Lui avait un chemin beaucoup plus intelligent à suivre que celui de devenir le chef d'une guerriera, de guerrieros. Et lorsque les Romains sont apparus, ils ont posé la question, et puis on peut vérifier dans la Bible. Il en manque des petits bouts, parce que le Premier Testament a été écrit 90 ans après la mort du Nazaréen. Alors, on a censuré quelques petites parties. Alors... un Romain a demandé qui est le Nazaréen. Alors, Judas s'approche de Melchisédek et l'embrasse. Alors, les Romains sont emparés de Melchisédek. Judas venait de trahir le Nazaréen. Parce qu'il avait en lui un peu trop d'ego humain et il n'a pas voulu que son Nazaréen, c'est-à-dire que le Nazaréen, ait se faire crucifier. Alors, on a pris Melchisédek, les Romains ont pris Melchisédek, et là, Jésus s'est approché et il a dit, non, je suis Jésus. Alors, évidemment, dans la Bible, on le met comme, qui est Jésus? Alors, Judas embrasse Jésus, et là, le Romain lui demande, est-ce que tu l'es? Et lui répond, oui, je le suis. Mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est que Judas a trahi Jésus, c'est qu'il a embrassé Melchisédek pour vendre Melchisédek aux Romains, de façon à sauver le Nazaréen. Mais le Nazaréen voulait passer par la croix, donc il le trahissait. Alors, les Romains ont pris Melchisédek, Judas a vu sa faiblesse égoïque après, c'est d'ailleurs son argent qui avait... C'était pas une farce, ça, là. Il s'est pendu, mais parce qu'il avait trahi le Nazaréen, pas dans le sens où on l'entend, parce que Judas, qu'est-ce que le Nazaréen aurait fait avec un apôtre qui l'aurait trahi à la fin? Non, intelligent comme il était, il connaissait l'apôtre, il le savait. Mais c'était essentiel. Pourquoi il a même dit que celui qui va me trahir, ça va être, il est assis à notre table? Alors, il le savait. Alors, pourquoi il le laissait faire? Parce qu'il voulait. C'était tout prévu. Alors, dans la Bible, on change un peu les choses, mais Judas n'a pas trahi dans le sens humain du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas vendu le Nazaréen. Il n'a pas voulu le vendre. Tandis que le plan du Nazaréen était de passer par là. D'ailleurs, il a dit lui-même à un moment donné, il a demandé à son père s'il pouvait lui ôter ce calvaire. Mais sinon, ben tant pis. Et ça, c'est l'ego du Nazaréen qui parlait à son esprit. Alors, et donc, Judas a trahi en ce sens qu'il a presque empêché le Nazaréen d'accomplir ce qu'il devait faire ici. Et le Nazaréen, ben, il est allé dire aux Romains que c'était lui. Puis Melchisédek n'a pas trop insisté. Alors, ce qui fait que le Nazaréen a poursuivi son travail. Alors, c'est de cette façon que Judas a trahi. Et pas comme on le pense. OK. C'est une autre forme d'amour, ça, finalement, humain, comme tu disais. Il avait de l'amour intelligent, mais il avait un peu trop de parcelles d'amour humain. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, il a eu de l'attachement pour le Nazaréen. Et cet attachement a failli tuer. Enfin, a failli empêcher. Si ça aurait été empêchable, mais c'était pas empêchable. OK, on revient au couple. Le couple transitif, qu'est-ce que cela peut être dans le tous les jours, si tu veux?
Bon, le couple transitif, c'est le couple, comme l'homme transitif, c'est le couple qui, entre le couple ancien, qui s'aime émotivement, donc qui ont des liens d'attachement, se dirigent lentement parce qu'ils ont la compréhension, sans nécessairement pouvoir le vivre immédiatement, ils ont la compréhension de l'intelligence, de ce que devrait être le couple nouveau. Et c'est comme l'homme transitif ou la femme transitive ou l'enfant transitif, c'est qu'il perçoit que ça a de l'allure, mais il ne peut pas le vivre. Mais ça, c'est normal. C'est sûr qu'à un moment donné, on comprend des choses, mais on ne peut pas nécessairement tout appliquer tout de suite. Il y a l'ego, il y a toutes nos mémoires qui nous en empêchent. Parce que l'homme s'évertue à aimer son passé. Donc, l'homme ne peut pas connaître le présent ou connaître l'avenir. L'homme a peur de l'avenir. Il n'aime pas l'avenir, l'homme. Il aime son passé, mais il n'a pas peur du passé. Alors, l'homme aime ce qui ne le rend pas craintif et n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, ce qui le rend craintif. Alors, le couple transitif, c'est la majorité des couples qui se dirigent vers le couple nouveau. Alors, si on parle de l'homme nouveau, il n'y a pas beaucoup d'hommes nouveaux sur la planète. Il y a beaucoup d'hommes transitifs. Il y a beaucoup de femmes transitives. Et évidemment, il y a beaucoup de femmes anciennes et d'hommes anciens qui, à un moment donné, vont devenir transitifs. Il faut bien comprendre que on ne peut pas devenir du jour au lendemain, certains le peuvent, c'est extrêmement rare, d'une chose à une autre chose. L'homme passe par le processus illusoire de l'évolution où il se permet de se changer lentement pour ne pas trop se faire mal. Alors, c'est donc normal qu'on ait un homme, une femme et un couple transitif qui se permet, pour protéger son ego, et c'est tout à fait écologiquement intelligent, pour ne pas trop, au moment donné, se perdre, il se permet de changer lentement, étape après étape, de façon à laisser à l'ego le temps de s'habituer à ce changement. On ne change pas rapidement, radicalement. On peut, c'est très rare. Alors donc, le couple transitif, c'est le couple qui comprend, qui veut avoir un enfant par affection pour combler les lacunes du couple, combler les lacunes émotives de chaque personne, mais qui comprend l'intelligence quand même d'avoir un enfant pour l'enfant. Alors, ils peuvent quand même agir émotivement, mais ils savent. Alors, évidemment, le couple transitif, comme l'homme transitif, ne se culpabilise pas de ne pas être parfait. S'il lui appelle ça parfait. Il est ce qu'il est, mais il a le feeling, il comprend, il perçoit. Alors, il sait qu'il devrait, mais il ne l'exprime pas encore. Alors, je sais que je ne devrais pas souffrir parce qu'il se passe telle chose, mais présentement, je souffre. Tu vas voir un film, tu embarques dans le film, tu sais que c'est des acteurs, tu sais que c'est faux. Et à un moment donné, ben, tu te surprends en train de pleurer, ou tu te surprends en train d'embarquer, là, tu veux qu'il bon. Tu sais que tu devrais pas, que c'est juste un film, mais t'embarques quand même, c'est pas grave. L'homme transitif découvre à un moment donné, tiens, c'est vrai, je devrais pas, mais il en prend conscience. C'est tout à fait normal, hein? Avant de commencer à changer, il faut commencer à prendre conscience qu'il y aurait un changement à faire. Alors, l'homme ancien, lorsqu'il découvre qu'il y a un changement à faire, il se culpabilise de ne pas le faire. L'homme nouveau, l'homme transitif vers l'homme nouveau, alors il voit le changement, il en comprend l'intelligence, et puis il prend le temps d'arriver à l'exprimer. Alors, le couple transitif, c'est un couple tout à fait normal qui comprend à un moment donné qu'effectivement, les relations du couple sont des relations qui doivent continuellement être nourries. Alors, ça prend de l'énergie. Et cette énergie-là, au lieu de servir au couple pour qu'il puisse évoluer, elle sert au couple pour que le couple reste ensemble. Mais c'est pas grave. À un moment donné, comprenant, le couple transitif finit lentement par exprimer, et puis ça va mieux. Puis d'un coup, tu fais une connerie, puis tu pars à rire, tu viens de la voir. Puis la vie devient de plus en plus drôle, de plus en plus facile, de plus en plus plaisante. L'homme va finir un jour par aimer la vie, pas parce qu'il a peur de la mort. Par aimer la vie, parce qu'il va trouver du plaisir à vivre. Et ça, c'est l'homme nouveau. Le couple nouveau, c'est la même chose. Une personne tantôt qui m'a demandé si dans le couple nouveau, il est possible que les êtres soient séparés pour une longue période de temps, exemple 2 ans. Par exemple, 2 ans ou 2 ans un 2 jour. ans. Ben oui, effectivement. Maintenant, la séparation ne sera pas une séparation parce qu'on ne s'aime pas. Alors, on a un couple... D'ailleurs, regardez bien que tout le romantisme traditionnel, c'est l'expression colorée, émotive de l'amour intelligent. Lorsqu'on a le couple qui s'aime, c'est épouvantable. Et qui, à un moment donné, sont séparés par une guerre ou par un conflit de rang ou par un conflit de sexe ou n'importe quoi. Ah oui, je t'attendrai jusqu'à ton retour. Mais quand l'autre y revient, il ferait mieux de ne pas revenir souvent. Alors, on essaie de représenter l'amour intelligent dans le contexte émotif.
Et là, on dit, ah, ça, c'est l'amour extraordinaire. Le bonhomme, il est parti à la guerre 5 ans, puis quand il revient, sa femme est toujours là à l'attendre. On dit, c'est de l'utopie. C'est de l'amour intelligent, mais qu'on essaie de placer dans le plan émotif, parce qu'on ne comprend pas l'amour intelligent. Alors là, on fait un roman d'amour, puis là, tous ceux qui se séparent 2 jours, puis qui s'aiment plus, ben, ils lisent ça, puis là, ils trippent là-dessus, puis là, c'est-tu le fun, puis j'aimerais ça, bon. On sait ce que ça donne. Alors, effectivement, l'amour intelligent fait qu'à un moment donné, on se sépare, ben là, on s'ennuie pas. Quoi ça sert à s'ennuyer? Ça donner l'impression qu'on aime l'autre, qu'on est attaché à l'autre. Ça sert à rien de s'ennuyer. Comme j'expliquais à un moment donné lors d'une conférence sur les enfants, c'est tout à fait, tu sais, tu rentres chez toi, tu fais 1 mois que tu es parti, tu rentres, tu demandes ton enfant, tu t'attends à ce qu'il saute des bras. T'es-tu ennuyé? Puis là, si l'enfant dit non, puis tu ne mens pas, ben, faudrait que je parte plus longtemps. Normalement, l'enfant ne devrait pas s'ennuyer. Vous devriez éduquer. Ou vous allez faire, à un moment donné, éduquer vos enfants de façon à ce qu'ils ne soient pas toujours malheureux quand vous n'êtes pas là. Hein? Pas parce qu'on lui donne un jouet, parce que lui, il ne s'ennuie pas. Alors, l'amour intelligent, ben oui, on se sépare. Alors, on se sépare et c'est tout. Puis à un moment donné, on revient, puis on continue, on est content. On peut laisser certaines émotions s'exprimer quand on se rencontre. C'est pas négatif, c'est constructif. Mais les laisser s'exprimer tout le temps quand il y a une impossibilité de se rencontrer. Rêver tous les nuits à ça, espérer que le bonhomme ou la bonne femme va arriver plus vite, attendre une lettre, puis finir une carte postale ou quelque chose pour nous dire qu'il pense encore à nous autres. Ben cette expression-là émotive est complètement destructive. Tu t'occupes plus de tes enfants pendant ce temps-là, tu t'occupes plus de tes parents pendant ce temps-là, tu t'occupes plus de ton travail, tu t'occupes plus de toi, tu vis plus, tu es en stand-by en attendant que l'autre revienne. Puis si l'autre est intelligent, l'autre, il s'ennuie pas. Lui, il fait ce qu'il a à faire là-bas. Puis quand il vient de dire ça, ben là, ça te frustre bien raide. Hey, il a pas été malheureux parce que j'étais pas avec lui. C'est ça. Ça, c'est de l'ego. On se prend tellement au sérieux qu'à un moment donné, il faut que l'autre soit malheureux quand on n'est pas là parce qu'il crée, mais hey, on est tellement important, sans nous autres, il peut pas vivre. C'est ça qu'on essaie d'ailleurs de créer chez le couple. Qu'on essaie aussi de créer chez les enfants. Alors donc, évidemment, le couple nouveau peut se séparer éternellement. Merci. Mais je pense que la personne, elle est dans le deuxième sens que tu viens de parler, dans le sens qu'un des conjoints est obligé d'aller travailler à l'extérieur dans un autre Qui a pays. travaillé à l'extérieur. Une union, j'explique souvent, et c'est un très belle image, que si on attache 2 oiseaux l'un à l'autre, même s'ils ont 4 ailes, ils ne peuvent plus voler. Alors, c'est la même chose pour un être humain, une femme, un homme. Attache-les ensemble, c'est fini. Mais 2 oiseaux peuvent voler de concert ensemble. Mais attache-les pas ensemble. Alors, c'est la même chose pour le couple. Alors, effectivement, la femme, elle est là, l'homme, il s'en va travailler, ou la femme va travailler à l'extérieur, ou pour quelque raison que ce soit. Ça ne dérange rien. S'ils ont des raisons intelligentes de créer un contexte d'évolution, il n'y a aucun problème. Mais s'ils ont des raisons émotives, on sait que ça donne la distance, puis on sait que l'homme oublie. La femme aussi, d'ailleurs. Alors, lorsque c'est un amour émotif, ben, séparer quelques années, à un moment donné, ça peut créer des conflits. Hein? On sait ce que les marins ont fait. Ils ont peuplé la Terre. Vous avez parlé qu'il y a des couples qui viennent au centre et qui progressent vers les couples nouveaux. Voulez-vous nous dire ce qu'ils font comme travail d'entraînement? Ah bon, je pensais qu'ils voulaient que je les nomme. Comme travail d'entraînement, j'ai aucune idée de ce qu'ils font chez eux. Ça les regarde. Non, les couples que moi je connais, ce sont des couples qui soit évoluent au niveau du PMC, programme de contrôleur. Alors évidemment, on est en contact avec eux régulièrement. Il y a d'autres couples qui viennent. Ces couples-là viennent aux conférences, sinon aux conférences spéciales données au PMC. Donc les couples que moi je connais, il y a évidemment d'autres couples qui évoluent ensemble, qui évoluent drôlement bien, que je ne connais pas, qui ne sont jamais présentés ici, puis qui évoluent très bien chez eux. Mais de ceux que moi je connais, ce sont des personnes qui font le programme maître contrôleur. Et il y en a d'ailleurs qui se sont accouplés, pas dans le sens biblique, mais dans le sens du couple. Parce que justement, ils se sont connus au niveau du PMC. Alors au niveau du PMC, bon, alors on a plusieurs sorties à l'extérieur, on a du travail à faire à l'intérieur, on a bien des choses et les personnes, à un moment donné, aiment tout ça. Alors évidemment, rencontrer quelqu'un au niveau d'un cours global que tu suis qui te plaît, ben, c'est plus facile. Alors, on a plusieurs personnes qui ont formé un couple au niveau de ce qu'on fait comme travail ici. Alors, leur entraînement, ben, c'est qu'ils vivent simplement leur propre vie individuelle, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'on vit la même vie individuellement.
Alors, on va partager simplement les efforts ensemble pour aller plus rapidement. Et ça marche. Mais c'est pas nécessairement par amour. Il y en a qui viennent ici à un moment donné parce qu'ils veulent rencontrer une fille ou rencontrer un gars, mais surtout pour rencontrer une fille. Ben, c'est des hommes qui viennent pour rencontrer des filles. Euh, Parce que c'est sûr que si tu vas rencontrer quelqu'un dans une taverne, ben tu vas aller rencontrer du monde qui boivent. Hein? Bon, alors ceux qui viennent ici, ben ils sont un peu plus certains, disons, de la classe de personnes qui viennent. Ça les empêche pas de boire, mais c'est un peu mieux. Et puis, ben ça marche pas. Parce que les filles qui sont ici, tu peux pas les croiser longtemps. Puis les hommes qui sont ici, ben qui sont ici sérieusement, non plus les filles, ils les croisent pas longtemps. Parce que, Christy, il faut juste parler d'évolution. À un moment donné, c'est plate en tabarnouche. Il parle de quelque chose de sérieux. Mais à un moment donné, ben, tu cruises pas, l'autre cruise pas, puis tu viens souvent, puis il y a des affinités vibratoires. Hein. Vous savez que le corps physique, par vibration, aime. Le corps vital, par vibration, aime. Le corps astral, on le sait, sa psychologie, par vibration, il aime. Et le corps mental aussi. Quand les quatre plans aiment les quatre plans, c'est inséparable. Dans l'Antiquité, on disait Dieu les unit, mais c'est l'amour total, c'est l'aimantation, c'est la vibration. C'est pas l'âme sœur, ça c'est une vraie farce, c'est une connerie. Non, c'est un homme complet qui, sur tous les plans, attire et est attiré par une femme sur tous les plans. Tandis que normalement, c'est le plan psychologique qui va dominer au niveau de la relation, chez la femme, et même aussi chez l'homme. Même si c'est au niveau sexuel qui va l'exprimer. Alors, ce qui fait que quel est l'entraînement de ces couples, ben, ça dépend de ce qu'ils font. Mais ceux que moi je connais, c'est parce qu'ils font le PMC. Simplement. Dans le même sens, ici, est-ce que les cours d'arts martiaux que vous donnez au centre peuvent favoriser une meilleure entente de couple et une individualité plus sécurisante? Ça réduit la longueur des chicanes, en tout cas. Et une individualité plus sécurisante psychologiquement et physiquement. Physiquement, c'est comme tu répondais. Quelle est la signification de l'art D'(EIM)? Bon, alors les cours d'arts martiaux qu'on donne au centre, on n'en donne plus. Bon. C'est rien de problème. C'est-à-dire qu'on donne la même technique, on donne les mêmes choses, mais on a changé les noms parce que la majorité des personnes n'arrivaient pas à comprendre. Alors, anciennement, cela s'appelait l'Ukikai-Do. Présentement, c'est l'art d'EM. EIM, qui veut dire expression de l'intelligence en mouvement. Ça n'a jamais été un art de combat, sauf un combat envers celui qui pratiquait et lui-même. Mais vu qu'on met le terme art de combat, on pense toujours aux arts de cassage de gueule ou aux sports de cassage de gueule qu'on a un peu partout sur la planète, où l'homme apprend à se battre sur l'autre, à tapocher l'autre, et après ça, à se dire qu'il travaille pour lui. Parce que c'est toujours philosophiquement qu'on travaille l'art martial correctement, mais pratiquement, c'est de la vraie foutaise. Alors, ce qui fait que la technique que nous enseignons au centre, qui est une technique tout à fait nouvelle, qui n'est pas un amalgame des autres arts, qui est une technique d'éducation pour que la personne apprenne à se connaître, à se connaître au niveau physique, à se connaître au niveau vital et au niveau psychologique. C'est un système d'éducation. Ce n'est pas un art de combat. Alors, évidemment, c'est comme si vous apprenez un jour à faire de la boucherie. Alors, vous dépecez des animaux, vous coupez la viande et vous vendez ça chez Stambird. Bon. Vous avez appris ça pour vivre. Mais si quelqu'un vous attaque un jour, vous avez votre gros couteau de boucherie dans les mains, c'est nécessaire qu'on vous montre comment vous en servir? Non. Alors, est-ce que, quand on me demande souvent, oui, mais quand même, ce que vous montrez, si on se fait attaquer, on peut s'en servir. Ah oui, mais le gars qui apprend à taper des coups avec un marteau, s'il se fait attaquer, il va être capable de s'en servir lui aussi. C'est pas une technique de combat, planter des clous dans un mur. C'est pas une technique de combat non plus, travailler dans le bois comme bûcheron avec une scie mécanique ou avec une hache, mais si un jour un autre t'attaque, tu sauras quoi faire avec ta hache, hein? Alors, c'est pas une technique de combat que la personne apprend. C'est un métier. Alors, l'art d'EM, l'expression de l'intelligence en mouvement, qui est un art directement adapté à l'homme nouveau, à l'enfant nouveau, puis à la femme nouvelle, ce n'est pas une technique de combat, en ce sens que ce n'est pas une technique pour apprendre à maîtriser autrui. C'est une technique, c'est un art qui est exclusivement éducatif pour que la personne apprenne à se connaître elle. Si un jour elle se fait attaquer, ben c'est comme n'importe quoi d'autre, elle saura s'en servir. Si elle ne sait pas s'en servir, ben tant pis, elle se fera attaquer puis ça finira là. Bon, ça ne change rien. Ce n'est pas un art de combat.
Maintenant, la différence avec l'Ordem des autres structures d'éducation pour apprendre à nous connaître, c'est que l'Ordem enseigne à la personne l'adaptation. L'adaptation non pas à un événement particulier, mais une adaptation sans cesse, continuelle. Ce que nous pouvons appeler une renaissance sans arrêt, continuelle, perpétuelle. Alors, au lieu de vous adapter, puis là, bon, ça y est, là, je suis adapté, là, ça va. Là. Non, l'Ordem enseigne à la personne à s'adapter au millième de seconde. Et pour ce faire, rien de mieux que d'apprendre à s'adapter en touchant à la vie. Alors, si on a, par exemple, un entraînement au tennis, lorsque la balle s'en vient vers vous, seul le vent peut la changer ou un peu d'effet dedans, mais c'est calculable. Alors, la personne connaît son corps, la personne connaît sa psychologie, elle apprend des choses. Au niveau de l'Ordem, c'est que la majorité des pratiques se font avec un être humain. Et l'être humain change son expression énergétique, sa démarche, son poids, son équilibre, son mouvement de décision. Elle change tout inlassablement. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Et un système d'éducation qui travaille, qui met deux êtres humains en collaboration pour travailler, c'est un système d'éducation qui, de toute façon, privilégie le travail ensemble, mais un travail individuel, parce que chaque chose que tu fais t'amène un résultat qui est relié à ce que tu as fait. Et elle oblige automatiquement le pratiquant à s'adapter continuellement à un mécanisme vivant, l'autre. Alors, ce n'est pas une technique de combat, c'est un système d'éducation. Alors, c'est ça l'Ordem. Alors, c'est ça qu'on a fait. La parole est d'or, pourtant il faut se taire pour ne pas instruire l'astral. Comment concilier ces deux phrases? Lorsque l'on parle, on apprend des choses. Et la parole au niveau de l'ère du Verseau, elle est d'or pour cette raison. C'est-à-dire que parlant, on s'instruit. Mais à un moment donné, on doit faire attention pour ne pas parler pour le plaisir de s'entendre, ce qui est l'ego. Et lorsqu'on veut parler pour instruire notre ego, c'est notre astral que l'on instruit. Donc, c'est aussi l'astral collectif. Alors, continuellement, l'homme doit faire attention, la femme doit faire attention entre le mécanisme intelligent de parler. Présentement, je parle parce que c'est intelligent de parler. Évidemment, je fais une conférence. Mais lorsque je parle, je rencontre n'importe qui, que je parle, que je dilapide n'importe quoi, quand ce n'est même pas important. Prenons par exemple, parler du Pérou. Ben, c'est évident qu'on a vécu des choses intéressantes. C'est évident aussi que plusieurs personnes aimeraient en entendre parler et attendent un peu qu'on en parle. Mais si moi j'en parlerais alors que je sais que ce n'est pas le temps, ça serait une parole donnée, contrôlée par mon ego. Le plaisir de faire plaisir, ou le plaisir de ne pas frustrer des personnes qui seraient venues pour en entendre parler, le plaisir de ressasser en moi ce que j'ai vécu, mémoriellement. Donc c'est de l'ego. Alors juste ça, c'est suffisant pour me faire taire. Alors concilier, c'est facile, c'est de cette façon. Le silence était d'or au niveau de l'homme ancien, la parole était d'argent. La parole au niveau de l'homme nouveau, la parole est d'or. Mais l'homme sait quand sortir son or et quand ne pas la sortir. En importance, elle est d'or parce que l'homme va apprendre de par lui-même lorsqu'il va être capable de répondre à ces questions. Pour ça, il faut qu'il parle. Mais évidemment, il est capable de discerner quand l'ego veut l'entendre parler, pour le plaisir de s'énergiser, et quand il a de quoi dire. C'est très facile à concilier. Est-ce que dans le couple nouveau, il va y avoir encore des réserves? Je suppose des parties qu'on ne se dit pas ou des coins obscurs. Bon, ça ferait plaisir à l'homme ancien, évidemment, que dans le couple nouveau, il y ait encore des réserves ou des points obscurs. Parce que n'ayant pas totalement confiance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir confiance non plus, mais ne connaissant pas complètement l'autre, comme il est, alors on veut toujours se garder quelques armes de bataille à un moment donné. L'homme nouveau n'aura pas de cachette. Pour la simple raison que l'homme nouveau, l'homme transitif, évidemment, va encore garder certaines réserves, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'osera pas dire parce qu'il aura peur de vexer son partenaire. Sachez que la majorité des réserves que nous accumulons à la longue chez nous sont accumulées parce qu'on n'ose pas les dire, de peur de vexer, de peur de frustrer, de peur de ne pas être compris par l'autre. Alors évidemment, on construit notre tombe pour faire plaisir à l'autre. Mais le résultat n'est pas ce que nous recherchons.
Alors, l'homme nouveau a la propriété d'avoir automatiquement une réponse à une question qu'il se pose. Moi, je ne sais pas tout, tant qu'on ne m'a pas posé la question. Et l'homme nouveau a les mêmes facultés. Il ne sait pas tout, mais posez-lui la question et il aura la réponse. Mais tant qu'on ne lui pose pas la question, je ne sais pas. Je peux moi-même me poser des questions. Je le fais rarement. Je le fais rarement, pourquoi? Parce que d'ici quelques années, je pourrais m'amuser à le faire. Présentement, je ne le fais pas trop pour la simple raison que l'ego veut poser beaucoup de questions aussi pour s'instruire. Alors lui, je laisse faire. De ce fait, je dois être obligé d'être conférencier. Alors je parle. Et parce que on me pose des questions, ça me permet de savoir. Je suis ici pour la même raison que vous. Et l'homme nouveau, lorsqu'il veut savoir quelque chose sur sa femme, ben il le sait. Et lorsque sa femme veut savoir quelque chose sur lui, ben elle le sait. Alors on n'a pas besoin de cacher. Moi, je suis comme je suis, et plus vite tu vas savoir comment je suis et qui je suis, ben mieux ça va être. Alors, si un couple nouveau s'unit, ils se connaissent comme ils sont. Alors, à un moment donné, ils ne diront pas, oh oui, mais je pensais pas, puis bon, etc. Ils ne se sépareront pas. Ils se connaissent comme ils sont. Et chaque fois que l'un change, l'autre le sait. Le problème de l'homme ancien, c'est qu'il change, il change, il change, il change, il change, d'un coup, boum, on découvre. Alors, il n'y aura pas de cachette, il n'y aura pas non plus de désir de cacher. Ça ne pourra pas se faire et ça serait stupide de le faire. Vous restez avec quelqu'un, vous avez un enfant, votre enfant rentre, par exemple, et il a un problème. Mais il n'arrive pas à vous le communiquer. Ça n'arrange pas personne. Ça n'arrange pas l'enfant, ça n'arrange pas les parents. Puis à un moment donné, l'enfant va le communiquer d'une façon tout croche, d'une façon énergétiquement compréhensible, mais pas dans la gestuelle et pas dans la parole. Alors les parents ne comprennent plus pas tout. Et moins les parents comprennent, plus l'enfant s'éloigne, plus l'enfant cache. Et à un moment donné, les parents n'arrivent pas à communiquer, les parents commencent à cacher. Alors c'est beaucoup plus facile, lorsque l'enfant rentre, tu le regardes et tu sais ce qu'il y a. Et si lui n'est pas dans une énergie de te le dire, toi tu le sais. Alors toi tu t'ajustes et tu vas lui parler. C'est beaucoup plus facile. Alors si moi je rentre et j'ai un problème, c'est que je fais une rechute d'homme ancien. Et ma femme le voit, alors elle vient me parler. Alors, au fur et à mesure que nous évoluons ensemble, que nous vivons dans ce contexte d'évolution, évidemment, il n'y a aucun problème. Il ne peut pas avoir de problème. Et si un jour nous vivons dans un village où il n'y a que des hommes nouveaux, parce que c'est le même mécanisme qui sort. Tout le monde te parle. Tu vois tout le monde te voit, tu vois tes enfants, tout le monde voit tout le monde. Et c'est la simplicité même au niveau de l'évolution. Aujourd'hui, on cache pour la simple raison que si je te donne trop, puis que moi, je ne sais pas ce que tu as, tout ce que je donne me revient sur le visage. Alors, vu que je ne sais pas comment tu es, je ne peux pas t'en retourner, moi aussi. Alors, on se tait. L'homme nouveau, ce n'est pas l'ego, hein? Ce n'est pas votre ego qui, à un moment donné, va connaître l'autre. C'est l'ego qui veut connaître l'autre. L'ego ne peut pas le connaître, l'autre. Assez que l'ego se crée une image de l'autre. Mais à un moment donné, c'est votre énergie mentale, c'est votre esprit. C'est vous qui allez savoir comment l'autre est, pas votre phénomène psychologique. Qui veut savoir, qui veut têter, qui veut puiser, qui veut posséder l'autre. Mais à un moment donné, vous allez savoir comment est l'autre. Et ça ne vous fera rien. Parce que ce ne sera pas votre ego. Comme tous ceux qui veulent voir l'aura à un moment donné pour pouvoir savoir qui c'est qui compte des menteries, puis qui c'est qui fait ci, puis qui c'est qui fait ça, puis vas-tu me voler, bon. Ça, c'est l'ego qui veut savoir ça. Et l'ego ne peut pas arriver à le savoir parce que l'ego colore tout. Alors un jour, il y avait un voisin qui cherchait sa hache. Et puis, il ne trouvait plus sa hache. Il était sûr qu'il avait laissé sa hache sur une bûche dehors, pas loin. Il ne trouvait plus sa hache. Alors, il regarde un peu autour de lui, puis là, il voit le fils du voisin sortir. Puis, il avait-tu la face d'un voleur de hache? Il y avait des agissements d'un gars qui a commis un vol. Sa démarche dénotait le voleur de hache. Puis, pendant une semaine, il l'a observé, puis c'était évident. C'était lui. Puis un jour, inopinément, il a trouvé sa hache enfouie sur un tas de bûches dans sa cour. Puis là, il a regardé le fils du voisin, puis il n'y a plus rien d'un voleur de hache. Non, il n'y a plus rien d'un voleur de hache. L'homme égoïque qui essaie de connaître, connaît comme ça.
Mais à un moment donné, l'homme nouveau, l'homme mental, l'homme intelligent, l'homme conséquentiel, ben quand il observe, il voit énergétiquement comment est l'autre. Et non pas comment lui, par l'intermédiaire de son filtre psychologique, aimerait le voir. Alors l'homme nouveau, la femme nouvelle, le couple nouveau ne se cache plus et l'enfant est aussi libre, pour la simple raison que je ne veux pas connaître, je connais. Je ne veux pas savoir, je sais. Alors lorsque tu rentres et tu as commis un mauvais coup, disons l'enfant vient de briser volontairement 3 vitres patio chez le voisin, mais lorsqu'il rentre, tu le sais. Il lui sait que tu le sais. Et toi, sachant, tu comprends. Et lui, sachant ce que tu sais, est connecté à toi. Et il sait que tu comprends. Et comprenant, tu lui expliques. Même sans avoir à parler. Il lui sait. Il sait, il ne fera plus. C'est clair, c'est réglé, c'est fini, on n'en parle même pas. Alors, l'ego oublie l'expérience et on continue. Mais c'est pas ça qui arrive chez l'homme ancien. Il n'oublie pas. Il renote. Un jour, quand j'étais petit, j'ai fait une chose que ma mère n'a pas appréciée. Et à un moment donné, c'était important pour moi de savoir s'il me pardonnait. Aujourd'hui, c'est plus important. Alors, je vais la voir et puis je lui demande, bon oui, mais est-ce que tu me pardonnes? Elle dit, oui, oui, je te pardonne. Et au souper, ben là, compte ça à mon père qui vient d'arriver. Fait que là, moi, je lui demande, ben oui, mais... Puis elle en parlait, oh non, non, elle me dit, oui, oui, je t'ai pardonné. Puis là, le petit torieux, il a fait ci, puis il a fait ça, puis il a fait ça. Fait que là, j'ai découvert que l'homme, il fallait pas qu'il pardonne. Il fallait qu'il oublie qu'il a pardonné. Parce que sinon, c'est quoi le pardon, s'il s'en rappelle, qui a pardonné? Il n'a jamais pardonné. Ouais, je te pardonne ce coup-là, mais recommence plus jamais. Puis 2 ans après, tu recommences. Ah, tu l'avais jamais oublié. Tu n'as jamais pardonné. Alors, à un moment donné, c'est pour ça que c'est plus nécessaire, parce que là, comme pardonne ou non, l'homme ne pardonne pas. Quand tu oublies, tu as pardonné. L'enfant, il rentre, il commet une bévue, tu le regardes, c'est réglé, c'est expliqué, c'est tout, maintenant on passe. Si on passe pas, on le cristallise dedans des conneries qu'il a faites dans le passé et on essaie de lui dire qu'il a été comme ça, donc qu'il est comme ça. Et on lui nuit. Et c'est la même chose pour l'homme et la femme nouvelle, ou nouveau. Lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils font des choses, là, faites donc n'importe quoi. Puis lorsque vous comprenez que c'était absurde, vous le ferez plus. Est-ce que c'est nécessaire que je m'en rappelle que vous l'avez fait, puis que je vous check après pour savoir si vous changez? Si vous ne changez pas, c'est que vous n'avez pas compris. C'est votre job à vous de comprendre, pas la mienne à moi, de faire en sorte que vous comprenez. C'est à vous. Puis à un moment donné, vous avez l'énergie libre. Vous n'êtes pas pogné par tout le monde qui essaye de vous étouffer pour vous transformer en apparence d'homme nouveau, ou en apparence d'homme civilisé, ou en apparence d'être poli, qui ne comprend pas la politesse, qui dit bonjour, monsieur le curé, parce qu'il a peur de manger une claque, qui dit merci. C'est amusant, ça, à un moment donné, parce que tout le monde se dit merci, à un moment donné. Hein? C'est original. Le garagiste, merci, 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 merci. Tout le monde se dit merci. Puis c'est frustrant, parce qu'à un moment donné, moi, je m'en vais dans un endroit, je me fais servir, alors je dis merci, mais l'autre, il me dit merci avec. Fait que je dis, ah bon, ben, de rien. Mais c'est d'en aller presque frustré. Qui se prend, lui, de rien. C'est bon, c'est moi qui le sers. Ouais, mais qui me disent pas merci. Alors, on a un semblant inintelligent d'hommes polis, de femmes polies, d'enfants bien élevés, mais qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Alors, continuellement, donc, l'enfant, la femme, vous faites ce que vous voulez, puis à un moment donné, moi, je comprends ce qui se passe, et si tu veux qu'on en parle, on en parle. Je parle de la vision intelligente que j'ai de l'événement, et toi, tu parles de ta vision intelligente que tu as de l'événement, et peut-être que, bon, énergétiquement, on va s'équilibrer, peut-être que non, et si on ne s'équilibre pas, tant pis, le temps va nous équilibrer. On n'en parle plus, c'est fini. Puis pas qu'on se force à l'oublier. Non, l'homme nouveau l'oublie, il n'en parle plus, c'est pas important. Ce que vous avez fait, ça n'a aucune importance pour moi. Que vous ayez été voleur, qu'un jour vous allez parler contre moi ou que demain vous allez parler contre moi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que présentement, on fait quelque chose. Et donc, le couple nouveau va hier, puis la semaine dernière, puis ça fait 1 mois que... Bon, change quoi? Ça fait 20 fois que quand tu rentres, tu claques la porte, tu me réveilles, je suis chaud d'eau de même, puis comme je bouge en dormant, je ne retombe jamais dans le lit. Puis après, parce que vous accumulez tous ces phénomènes-là, à un moment donné, vous avez l'impression que ça fait 20 fois de fil qu'il vient vous faire. Puis là, vous criez. Vous devenez impatient. Mais l'homme nouveau ne devient pas impatient parce que chaque jour, chaque seconde, chaque millième de seconde est neuf.
Alors, on n'est jamais impatient. L'enfant recommence. On lui explique, il recommence. On continue. Puis à un moment donné, on lui explique, il recommence plus. Voilà, c'est réglé. Mais l'homme ancien, non, il recommence, il explique plus, il crie après. Il recommence, il explique plus, toute la gueule après. Il recommence, il explique plus, il gueule plus, il tape dessus. Et là, l'enfant, il ne comprend plus, là. Puis quand l'enfant a l'énergie de comprendre, tu n'as plus l'énergie d'expliquer. Ça. Parce que tu es impatient. Alors, à un moment donné, l'homme nouveau devient... Il n'est plus impatient. Il est patient. Il s'en fout. Alors, il explique, il recommence. À un moment donné, il explique, il recommence, puis c'est réglé. Puis on continue. Alors, donc, le couple nouveau, c'est le même phénomène. La femme, le mari, bon, ben oui, mais ils se comprennent, mais il n'y a rien là. Vous faites toujours... Pensez-y, à un moment donné. Vous faites toujours le mieux que vous pouvez faire. Puis il y a des journées que, là, vous ramassez un morceau de gazon plus gros, vous l'engouffrez. Mais cette journée-là, vous pouviez pas faire autrement. Alors, vous avez quand même fait le maximum qu'énergétiquement vous pouviez faire. Et c'est la même chose pour tout le monde. Alors, on ne peut pas leur gueuler après, on ne peut pas le maudire, on ne peut pas les haïr. On peut leur expliquer. On leur explique, ils ne comprennent pas, c'est tout. On parle, c'est tout. On ne pousse pas plus, on ne peut pas leur donner de l'énergie qu'ils n'ont pas. Alors, on attend. Puis à un moment donné, ils vont avoir l'énergie de comprendre. D'un coup, ils vont dire, ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bon, maintenant, c'est fait. Continue. Vous êtes comme ça, vous faites le mieux. Et tout le monde fait le mieux. À partir de foutus concepts psychologiques, on s'imagine qu'on devrait faire de même. On ne peut pas. Si on pourrait faire de même, on n'aurait pas le concept qu'il faut le faire, on le ferait. Alors, si on a le concept qu'il faut aimer comme ça, puis qu'on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Puis si on a le concept qu'il faudrait faire telle chose, puis qu'on ne le fait pas, c'est qu'on ne peut pas. On a le feeling, on le perçoit inconsciemment, puis on en crée un concept, c'est un leitmotiv, c'est un but. Qu'on en fasse une religion, une philosophie ou n'importe quoi, c'est un but. Mais on ne peut pas. Puis à un moment donné, vous dépassez le but, puis vous en faites un autre. Mais vous faites continuellement ce que vous pouvez faire de mieux. Continuellement. Le lendemain, vous vous dites, ah, mais là, j'aurais pu faire mieux que ça hier. Non, la preuve, vous ne l'avez pas faite. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire mieux. C'est pour ça que vous voyez que hier, c'était moins bon. Puis aujourd'hui, vous pouvez faire mieux, faites-le mieux. Puis demain, vous allez peut-être encore critiquer, peut-être que non. Mais l'homme fait toujours le mieux qu'il peut faire. Les hommes de bonne volonté, là, c'est juste ça que c'est la planète. Ils sont tous de bonne volonté. Mais parce qu'on a une morale, puis on a un concept haut qui dit que l'homme de bonne volonté ou que celui qui veut réellement doit arriver là. Moi, la majorité des personnes qui commencent le PMC ou qui font le séminaire me demandent toujours, mais comment ils font pour pas comprendre ça? Ils veulent pas comprendre. Ça vous est-tu arrivé de ne pas vouloir comprendre? Pour pas vouloir comprendre, il faut que vous compreniez. Puis après ça, vous dites, vous faites comme si vous ne voulez pas comprendre. Mais vous ne pouvez pas vouloir comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ou vous comprenez. Mais vous ne pouvez pas décider que vous ne voulez pas comprendre. Hein? Montrez-moi un être humain sur la planète qui fait ça, il n'a pas. Mais la question, mais comment ils font pour comprendre ça? C'est tellement clair. Attends un peu, je peux t'en dire des choses que tu ne comprendras pas et tu ne verras pas. Puis dans 2 ans, tu vas voir ça clair. C'est normal. C'est une question d'énergie, une question de conscience. Le temps fait qu'à un moment donné, tu comprends et antérieurement, tu ne comprenais pas. Ben, c'est normal. Alors, quand tu vis avec quelqu'un dans un couple, le couple nouveau, que la femme, que l'homme fasse n'importe quoi, c'est normal. Et elle fait son possible. Fait qu'arrête de l'écœurer avec tout ce qu'elle pourrait faire de mieux, elle peut pas. L'enfant, c'est pareil. L'enfant fait son possible. Mais on essaie de le mettre dans un contexte d'impossible, d'un contexte où ce qui devrait se pousser encore plus, se brûler, on appelle ça la compétition, pour arriver à faire des choses qu'il ne peut pas faire. À un moment donné, il va avoir l'intelligence. Puis la meilleure manière d'énergiser quelqu'un, c'est de lui expliquer le principe intelligent de faire quelque chose. Pas intelligent de manger avec ses mains. Ça goûte plus rien. C'est mauditement meilleur au goût quand on le goûte avec les mains. Demandez à n'importe quel enfant ou à n'importe quel homme incivilisé qui mange avec ses mains, il va vous le dire. Puis il est capable d'en toucher, de savoir si c'est comestible ou non. Mais nous autres, il faut lire le pot, il faut lire ce qui est écrit dessus pour savoir. S'ils ne le disent pas, ben non, on les blâme, on chale après eux autres. C'est pas intelligent, sauf qu'à un moment donné, c'est plus propre. À un moment donné, si tu t'habilles propre, tu manges avec tes mains, c'est sur toi, ben là, il y a un problème. Bon, mais l'enfant, on peut lui expliquer. Puis tant qu'il comprend pas, à un moment donné, il va comprendre. C'est pas en tapant ses mains. J'ai plusieurs de mes amis, moi, qui ont commencé à manger de la main gauche.
Il a une main gauche tout enflée, là, il mange la main droite. C'est ridicule. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. L'intelligence, c'est qu'un jour de la gauche, un jour de la droite, un jour de la gauche, un jour de la droite. Tu deviens ambidex, tu joues ping-pong avec 2 raquettes, tu gagnes tout le monde. Ça, c'est intelligent. C'est bien mieux que d'être limité seulement sur un côté du corps. L'éducation d'adultes, le couple se jase, on parle de phénomènes intelligents, c'est tout. Mais tu ne demandes jamais à quelqu'un, ouais, trouves-tu ça brillant ce que tu as fait? Mais non, s'il l'a fait, c'est qu'il trouvait ça brillant quand il l'a fait. Maintenant, il trouve peut-être pas ça brillant, mais ça sert à rien d'aller demander. On veut juste le culpabiliser. Alors, le couple nouveau, il n'y a plus de cachette, il n'y a plus rien. Il veut dire c'est clair comme. On dit de l'eau de roche, mais plus clair que ça encore. Pour l'enfant, c'est le même phénomène. On ne cache plus. C'est stupide. Pourquoi l'ego semble disparaître à un moment donné? Je ne crois plus au ciel, mais je continue à me faire manipuler. Ah, je ne crois plus au ciel, c'est entre parenthèses. Ciel, d'ailleurs, est entre guillemets. Disons que. Bon. Pourquoi, lorsque l'ego semble disparaître à un moment donné, on continue à se faire manipuler? Oh, je pense que c'est une question d'ailleurs qui touche plusieurs personnes. À un moment donné, on a l'impression qu'on comprend des mécanismes, qu'on n'a plus trop d'ego, qu'on se prend plus au sérieux. Alors, on peut apprendre sur soi. Parce qu'on ne peut pas apprendre sur soi tant qu'on se prend au sérieux. Et on peut apprendre sur soi, mais ça ne fonctionne pas encore. Ben, sachez ceci. L'énergie de l'homme, l'énergie planétaire de l'homme a commencé dans un magma de matière cristallisé par l'énergie vitale, la vie. L'énergie vitale, elle existe dans la matière solide, mais elle n'est pas suffisamment évoluée pour l'animer. Mais elle retient la mémoire de la forme. C'est ce qui retient les molécules des atomes et les constituants des protons, des neutrons et des atomes ensemble. À un moment donné, l'énergie supérieure, va descendre et elle va pouvoir se reposer sur l'homme évoluant, l'homme, la matière physique. Et elle va créer un contexte psychologique, le corps astral, l'âme, et elle va créer ce mécanisme sur l'homme. La même énergie qui continue à descendre chez l'homme va être copiée, captée par l'âme de l'homme, et elle n'aura pas besoin de descendre sur la matière, elle va être capable de s'arrêter sur l'âme de l'homme pour constituer le corps mental de l'homme. L'énergie supramentale, descendant chez l'homme, n'a pas besoin, elle non plus, d'aller expérimenter la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'homme. Donc, elle s'arrête chez l'homme, sur l'énergie mentale de l'homme, et constitue le corps supramental de l'homme. Et ça va jusqu'à l'énergie divine. Lorsque l'ego commence à être instruit par l'énergie supramentale, ajusté par l'ajusteur de pensée au niveau du mental, une partie de l'ego va être désintégrée pour être transmuée en énergie supramentale de façon à créer un nouveau corps. Le corps d'ailleurs que le Nazaréen s'est créé à la fin, un corps de lumière, un corps éthérique, un corps supramental. Alors ce qui va arriver, il va arriver ceci. L'ego de l'homme, ce que vous voyez le plus, ce qui vous permet de voir des choses, ce qui vous permet aussi de vous faire charrier, c'est l'ego le plus évolué chez vous, ce qu'on appelle l'âme spirituelle. Parce que l'homme a aussi une âme animale, un ego plus animal, qui de temps en temps prend le dessus et amène l'homme à une violence inouïe. Et celui qui veut évoluer, c'est l'ego spirituel, donc l'âme spirituelle. La première chose qui va être démolie chez l'âme, chez l'ego, c'est évidemment ce qui est le plus haut en vibration, ce qui veut évoluer. Alors, la partie la plus évoluée chez l'homme va lentement être transmuée en énergie supramentale de façon à créer un corps supramental, ce qui fait que tout ce qui vous permettait d'évoluer, ce qui vous permettait de voir comment vous étiez, ça disparaît en premier. Et qu'est-ce qui reste chez l'homme? Il reste l'âme animale, l'ego animal. Et l'homme qui a une conscience évolutive, l'homme qui, à un moment donné, a un état de conscience particulier, donc l'homme transitif ou l'homme nouveau, est capable d'accepter qu'on lui dise qu'il est laid. Ça ne le touche plus. Il est capable d'accepter bien des choses. Mais à un moment donné, il est malade physiquement. Le système digestif, ça ne fonctionne plus. Il se met à fumer. Il veut arrêter de fumer, mais ça ne marche pas. Il rentre quelque part, il est en maudit, puis il ne sait pas pourquoi. Mais il veut pas, mais c'est là. Il sent son corps physique là, comme s'il était stressé. Il est même stressé physiquement, mais il ne l'est pas psychologiquement. Il a l'impression qu'il est stressé, puis il cherche pourquoi, qu'est-ce qui pourrait me rendre nerveux, puis il ne trouve rien. La partie égoïque, animale chez lui, qui maintenant est en train d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire l'esprit même de l'homme, lutte, résiste, pousse.
Et la seule façon qu'elle peut s'exprimer, vu que ce n'est plus par la parole nécessairement parce que le mental prend le dessus, c'est par le corps physique, par le système endocrinien. Alors la personne, elle pense qu'elle n'a plus d'ego parce que l'ego que le mental pouvait voir avant, l'ego spirituel, n'existe plus. Il est maintenant supramentalisé. Et le mental n'a pas la possibilité de voir l'ego animal parce qu'il est trop bas en vibration. Par contre, cet ego animal s'exprimant dans le corps, dans le système endocrinien, permet au mental de voir une réaction, de voir une impatience biologique, de voir une fatigue, j'arrive pas à dormir. Ça finit par écœurer le mental. Et il ne voit pas pourquoi. Parce que l'ego spirituel qui lui permettait avant de s'observer n'existe plus à un moment donné. Il a été supramentalisé, c'est-à-dire qu'il a été augmenté en énergie, il a été évolué. Et la partie la plus inférieure, qui va être évoluée aussi, mais qui résiste le plus et qui s'exprime par le corps physique et par différents mécanismes événementiels, finit par taper sur les nerfs. Alors la personne elle a l'impression qu'elle n'a plus d'ego, elle n'a plus d'ego spirituel, elle n'a plus de cet ego snob. Par contre, elle a encore un ego qui est génétiquement transmis, un ego qui est plus animal, un ego qui est plus bas en vibration, qui lui aussi est en train de se faire évoluer. Mais évidemment, le temps où cela va durer, elle a des symptômes biologiques, elle a des mécanismes qu'elle ne comprend pas, elle fouille en elle et elle ne voit pas de raison. Le mental qui observe ne peut pas observer plus bas que l'ego spirituel, alors il ne voit pas la cause. Alors, c'est simplement pour ça que ça se passe comme ça. Et ça, beaucoup de personnes vivent ce phénomène évolutif. Une question aussi. Est-ce que c'est vrai, Daniel, qu'on rencontre des personnes que c'est vrai. dans le couple qui sont là pour nous déprogrammer, disons? Est-ce que Initiation par le couple. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on rencontre une personne qui est là spécialement pour nous débolir? Pour nous débâtir, pour nous faire évoluer? Ouais, ok, plutôt dans ce sens. Non. Puis oui. Je dis que c'est vrai, tout est faux alors. Hein? Non. Un couple qui est uni ensemble pour des raisons émotives, par exemple, a toujours à apprendre l'un de l'autre de façon à évoluer. Il n'y a pas un seul foutu couple sur la planète qui existe où il y en a un qui est là exclusivement pour empêcher l'autre d'évoluer. Souvent, ça va donner cette impression-là, parce que tu te laisses manipuler par l'autre. Mais tu as à apprendre à te libérer de l'autre. Alors, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari, et il ne te fait plus évoluer, c'est-à-dire que tu n'as plus l'impression qu'il te détruit. Tu as l'impression plutôt, à un moment donné, qu'il t'apprend. Alors, évidemment, un couple ancien, un homme ancien, une femme ancienne, peuvent penser, à un moment donné, même lorsqu'ils veulent évoluer. On a beaucoup comme tout à l'heure, je disais, de femmes qui viennent ici et leur mari les attendent avec un bat à la maison. Et on a beaucoup d'hommes qui viennent ici et leurs femmes les attendent avec le rouleau à pâte. Et la femme peut dire, oui, mais peut-être faudrait que je divorce, que je me sépare. Mon mari, il comprend rien, puis il m'empêche d'évoluer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Votre mari ne vous empêche pas d'évoluer, votre femme ne vous empêche pas d'évoluer, vos enfants ne vous empêchent pas d'évoluer, c'est vous qui vous assujettissez à leur réaction, puis après ça, vous mettez la faute sur leur dos. Mais c'est pas vrai. Alors, il n'y a tous les couples unis et toutes les familles unies s'enseignent mutuellement des choses. À quoi sert la souffrance? Est-ce que la souffrance empêche l'homme d'évoluer? Certains vont dire, ah oui, mais si je serais guéri, puis si je serais mieux, c'est là, je pourrais. Ouais, tu pourrais, mais combien de temps? Hein? Avec le temps que tu oublies. Pas longtemps. La souffrance, elle est là pour enseigner à l'homme comment ne plus souffrir. C'est-à-dire que vous souffrez parce qu'il y a des choses que vous faites qui sont connes, c'est-à-dire qui sont pas correctes. Puis à un moment puis vous les savez pas, parce que si vous les connaîtriez, vous les feriez pas. Ne les connaissant pas, elles sont quand même des limitations à la matière, ou à la matière vitale, ou à la matière psychologique, ou à la matière mentale. Ce sont des limitations créées par l'expression vibratoire même. La matière, elle a des limitations. Hein? Si on veut traverser un mur, on peut pas. Pas dans le cadre actuel de l'expression matérielle. Mais si on ne connaît pas ces limites, à un moment donné, on essaye, puis on se fait mal. La souffrance nous enseigne quoi? Pas que Dieu veut pas qu'on traverse un mur. Dieu veut bien, il s'en fout, l'an 40. Mais matériellement, ton énergie matérielle, l'énergie du mur, ça marche pas. Alors, tout au long de l'évolution, l'homme essaie des choses et ne voyant pas le piège, alors évidemment, il souffre. C'est le karma. Alors, au niveau du couple, c'est le même phénomène. Lorsque tu ne vois pas les mécanismes qui t'assujettissent à l'autre de façon à souffrir, tu peux apprendre à connaître ces mécanismes-là et à un moment donné, tu ne souffres plus. Et non seulement tu ne souffres plus, mais tu es même capable, de par ta présence, d'énergiser l'autre de façon à ce qu'elle te libère, elle aussi.
Parce que souvent, on va dire, intellectuellement, on comprend des choses, mais on ne les intègre pas, on ne les cellularise pas. Ça ne nous appartient pas, ça appartient au livre ou au conférencier. Alors moi, je comprends tout, mais l'autre ne comprend rien, fait que moi, je me... Non, si toi, tu comprends tout, tu vas l'exprimer. Ça va transpirer. Ça va puer pour l'autre. Puis à un moment donné, l'autre, il va finir par comprendre. Tu vas même avoir l'énergie pour lui expliquer. Si tu n'as pas l'énergie pour lui expliquer, c'est que tu n'as pas compris encore. Tu es peut-être en voie de comprendre. Mais lorsque vous comprenez une chose, mais totalement, on peut vous poser n'importe quelle question dessus, vous allez être capable de répondre. Sinon, vous ne la comprenez pas totalement. Et ne la comprenant pas totalement, vous ne la vivez pas totalement. Alors, évidemment, lorsque une personne commence à se conscientiser, dans le couple, ça va moins bien. Il y a un homme, une fois qu'il est venu ici, qui est venu nous voir, il dit « Qu'est-ce que vous faites à ma femme? » Je dis « Il ne touche pas à votre femme. » Il dit « Avant, quand j'arrivais, le souper était prête. Là, quand j'arrive, le souper n'est pas prête. » Il attend qu'elle vienne nous voir, sa femme. Ben, c'est normal. Sa femme était l'esclave soumise. Puis à un moment donné, ben, sa femme elle commence à penser qu'elle est peut-être un être humain authentique puis individuel, elle aussi. Elle manipule pas son mari. Elle y fait à souper de temps en temps encore, puis c'est un luxe. Mais lui, il trouve que là, elle s'est exagérée pas mal. Là. Qu'elle aille se conscientiser, ça va. Mais qu'elle amène pas ça ici. Puis c'est l'inverse aussi, mais ça, c'est une histoire qui nous est arrivée ici. Il voulait absolument me parler. Alors, il m'a parlé. Je nomme pas son nom parce que maintenant, il fait le PMC. Mais, des choses qui arrivent. Alors, il n'y a pas de couple qui... Si toi, tu vois Satan chez l'autre, c'est évident qu'il te nuit. Mais faisant un esclave, Satan, pas l'autre. Ce qui est de mauvais en lui, puis à un moment donné, ça va bien. Alors, toutes les couples sont initiatiques. Il y en a qui le savent en maudit, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce qu'il est plus important d'être avec une personne qui a de la volonté ou de l'amour? Un cœur intelligent, c'est ce qui, à un moment donné, va être développé chez l'homme. Présentement, l'homme a soit trop de cœur, soit trop d'intelligence. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être avec soi-même. D'être dans sa propre intelligence. C'est pas d'être avec quelqu'un qui a de la volonté ou quelqu'un qui a de l'amour. C'est d'être soi, ce qu'on est. Ça sert à rien de vouloir être. Même si je réponds à quelqu'un qui a plus d'amour. Là, vous allez dire, bon, lui, il n'a pas beaucoup d'amour, lui, il en a plus. Ah oui, c'est vous autres qui allez diagnostiquer, c'est vous autres qui allez établir les critères de ce que c'est beaucoup d'amour, et peut-être que l'autre, il y en a immensément, mais il l'exprime d'une façon que vous ne percevez pas. La volonté, c'est quoi la volonté? La volonté, ça veut dire que quand il décide de quoi il se lève, puis il le fait. Ben ouais. Quand il décide de quoi il se lève pas, puis il le fait pas, il a la volonté de rester assis. Il y a autant de volonté. J'ai déjà fait une conférence spéciale justement sur la volonté. Qui ici n'a pas de volonté? Tout le monde a de la volonté. La volonté, c'est lorsqu'on exprime quelque chose. Alors, si vous avez la volonté de démolir un mur, vous démolissez le mur. Si vous avez la volonté de ne pas démolir, vous ne le démolissez pas. Mais vous avez tout le monde de la volonté. La journée que vous pouvez vous lever pour suivre un régime, vous avez la volonté de suivre le régime. Et la journée que vous n'êtes pas capable de vous lever pour suivre le régime, vous avez la volonté de ne pas faire le régime. Et le concept pourrait dire, ben oui, mais tu devrais le faire. Mais vous avez la volonté ferme de ne pas le faire, puis vous ne le faites pas. C'est ce qui se passe. Mais il y a une lutte entre l'ego et le concept. Et là, on dit, ouais, mais j'ai pas eu assez de volonté. C'est pas vrai. Le concept n'a pas eu assez d'énergie pour énergiser l'ego de façon à ce que l'ego suive ce que le concept veut qu'il fasse. Mais à un moment donné, ben, on a ceux qui ne veulent pas travailler, ils ont la volonté de rien faire. Et c'est tough en maudit, rien faire. Alors, ceux qui travaillent tout le temps, là, essayez de rien faire, vous allez voir, vous n'aurez pas volonté de rien faire. Il faut de la volonté en maudit pour quelqu'un qui travaille d'arrêter de travailler, il faut de la volonté en maudit. Alors, celui qui est sur l'assistance sociale, qui ne fait jamais rien, qui est bien, ben, il y a de la volonté. Il fait quelque chose qu'un travailleur invétéré, un homme d'affaires ne peut pas faire. Il fait rien. Puis l'homme d'affaires, lui, il y a de la volonté en maudit travail. Il n'y a aucune volonté, il n'y a pas le choix. Ben, il y a de la volonté, c'est ça la volonté. Puis le gars qui est paresseux, qui fait rien, lui, travailler, il faudrait de la volonté en maudit. Ben non. L'homme d'affaires, le gars qui travaille, le gars qui peut pas s'arrêter, il n'y a pas de volonté. Ben, il y en a, mais c'est ça la volonté. Puis celui qui fait rien, il y a aussi la volonté. Il y en a un qui a la volonté de rien faire, puis l'autre, il a la volonté de faire. Puis les deux ne peuvent pas s'échanger parce qu'ils n'ont pas assez de volonté. C'est vrai. Tout le monde a de la volonté. Tout le monde a de bonne volonté.
Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Vivre avec quelqu'un qui a de la volonté? Ou quelqu'un qui a de l'amour? Tout le monde aime. Il y en a qui s'aiment, il y en a qui aiment les autres. Il y en a qui aiment les choses. Il y en a qui aiment le temps, il y en a qui aiment l'amour. Tout le monde aime. Soyez avec vous autres. Avec quelqu'un, peut-être, mais avec vous autres. Le couple nouveau, il est avec lui et c'est intelligent d'être ensemble. Ça crée un contexte qui est intelligent. C'est plaisant en plus, tant mieux. L'homme ancien, c'est plaisant, parfait. Le reste, on oublie. Fais attention. La semaine prochaine, on va parler non pas du couple, mais et ça va être sans doute deux des conférences les plus importantes au niveau de l'énergie nouvelle, au niveau de la conscience supramentale. Ça sera l'homme face à l'enfant. Pas nécessairement son enfant. Et la semaine d'après, la femme face à l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose que l'homme ancien ne connaît pas. C'est pas juste un véhicule de chair qui transmet de la génétique et qui va devenir un adulte. Et ça va sans doute permettre aussi à beaucoup d'adultes de découvrir ce qu'ils sont. On parlait de l'évolution et du rôle de l'évolution. Pourquoi qu'il y a des hommes sur la planète Terre? Pourquoi qu'il y a des enfants? Pourquoi qu'on procrée? Pourquoi aussi qu'on ne procréera plus à un moment donné? En attendant, ben, soyez intelligents. Je te remercie beaucoup, Daniel, de cette conférence très, très intéressante. Et je vous rappelle, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et, comme disait Daniel, si vous voulez vous joindre